mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Vélo Podcast, un podcast pour débriefer cette étape du Tour de France dans le Massif central. On a eu un peu de suspense, une belle victoire de Simon Yates, un peu d'ennui également. On en parlera avec Guillaume Dreschler. Salut Guillaume. Salut FP, salut à toutes et à tous. Alors je le disais, victoire de Simon Yates, on l'a tous vu venir, sauf les coureurs qui étaient avec lui dans l'échappée, j'ai l'impression. Simon Yates qui a donc remporté cette étape. Et puis surtout, c'est le changement de maillot jaune, puisque Tadej Pogacar laisse encore sa tunique jaune. Je dis laisse volontairement, parce que il l'a vraiment laissé, il aurait pu la garder s'il l'avait voulu. Mais voilà, on a senti qu'à la fin, on va dire que... Alors je dis pas que toi et moi on pouvait suivre, mais pas loin. Ouais. En tout cas, voilà, c'est Ben Lenny Eli. Martinez en a un peu bavé quand même. C'est vrai. En tout cas, c'est Ben Eli de la IF, donc l'Irlandais, qui a le maillot jaune. Voilà, ça fait plaisir aussi de voir Ben Eli avec le jaune. Dans l'histoire du Tour de France, il restera, et je trouve que c'est normal quand on voit un tel coureur, un tel attaquant, un tel moteur. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Guillaume, revenons d'abord sur la victoire de Simon Yates, vainqueur du Giro, une victoire d'étape sur le Tour de France. Franchement, pour l'instant, Simon Yates, belle année pour lui à la Visma. Ouais, sachant qu'il arrive dans cette équipe, on rappelle, c'était un changement d'équipe, il était à Jailco à Lula l'année dernière. Et dis-toi bien que Simon Yates, c'est la première fois de l'année qu'il lève les bras. Parce qu'il gagne le Giro sans gagner une étape. Et donc là, c'est sa première victoire de l'année. Je suis tombé sur ça en regardant un peu les stats. Et sinon, sa précédente victoire, c'était sur la dernière étape de l'Alula Tour, donc le Tour d'Arabie Saoudite, en février de l'année dernière, en 2024. Donc voilà, bon après Simon Yates, oui, il a fait de la patinette aujourd'hui. Bon, la patinette, ça a quand même été une étape qui s'est déroulée à une bonne allure, 38 de moyenne, 38,1 sur une étape à 165 bornes et 4500 mètres de dénivelé. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse échappée qui s'est mise en route avec 25 coureurs. Il y avait aussi Victor Campenaerts qui était dans l'échappée avec Simon Yates, et puis ça a relancé à la mi-étape avec Ben O'Connor qui a initié le premier mouvement. D'ailleurs, Ben O'Connor, qui va pas se faire que des amis s'il continue avec cette attitude-là. Mais ensuite, Simon Yates, il a parfaitement joué le coup. Dans le final, Ben Eli, lui, il a roulé, il a fait un contre-la-montre solo avec 4 ou 5 gars dans la roue pour aller chercher le maillot jaune. Et Simon Yates, il a attendu le bon moment, la dernière rampe, la dernière montée vers le Super Sancy pour l'emporter. Ouais, au Mont d'Or, puis de Sancy évidemment. Donc cette victoire de Simon Yates. Je disais en introduction que tout le monde l'avait vu venir. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu vrai. Je sais pas toi, derrière ton écran, comment tu le sentais. Moi, j'en parlais avec des amis aussi par message, et puis on le voyait même par les consultants dans les différentes chaînes. Simon Yates, quand tu le vois derrière, qui patine, il regarde tout le monde, il suit les coups. Tu sais que sur la montée finale, c'est difficile d'aller le chercher, surtout avec de tels pourcentages. Ouais, surtout que pendant la moitié ou les 2 tiers de l'étape, il a pu jouer la carte. Moi, je suis en appui pour mes leaders derrière. Donc en fait, il avait pas grand-chose à faire. Il y avait Campenaerts qui participait un peu à l'échappée, mais c'est vrai que du moment, on a vu que l'échappée allait au bout. Simon Yates, tu le sentais venir de loin. C'est Ben Eli qui a quand même fait avec Quinn Simmons la plupart du boulot dans l'échappée. Lenny Martinez pour aller chercher les points du maillot à pois. Mais c'est vrai que Ben O'Connor qui a relancé, mais Simon Yates, en fait, il a suivi les coups. Il était très intelligent. Et puis après, il l'a emporté assez logiquement et avec son style toujours caractéristique où tu as l'impression que il roule pas si vite que ça, mais il emmène gros et tout en puissance, notamment dans la dernière montée. On a vu que Ben O'Connor a tenté de revenir, qu'ensuite Tim Arensman a tenté de revenir. Il y avait un mano à mano entre Tim Arensman et Simon Yates, et finalement, le Britannique, il a quand même réussi à aller chercher cette étape. Alors je fais juste le classement rapide de cette étape, cette 10e étape du Tour de France, avec donc Simon Yates qui l'emporte devant Tim Arensman de la Ineos, Ben Eli donc 3e qui prend le maillot jaune, Ben O'Connor 4e, Storer 5e, Joseph Blackmore de la Israël 6e, Johannessen de la UNOX, pas Tobias Anders Aland, effectivement, c'est pas le même. Et puis Lenny Martinez 8 qui était dans l'échappée évidemment, donc qui sont aux 8 premières places. Alors après c'est Pogacar, Vingegaard, je les mets un peu à part. Il a la photo Lenny Martinez avec Tadej et Jonas sur la ligne d'arrivée. C'est vrai. C'est important de l'avoir, on sait jamais ce qui peut arriver dans la suite de la carrière. Mais non, sur cette échappée, Guillaume,
Moi, ce qui me dérangeait un peu dans cette échappée, c'est aussi, alors, il y avait donc plusieurs enjeux. Ben Illy qui a clairement joué pour le maillot jaune. J'étais un peu déçu, en fait, du comportement de certains coureurs. Pas Rensman, peut-être, ni O'Connor, parce qu'il peut-être se sentait capable de battre un Yates sur la montée finale. Mais moi, je trouve que ça a manqué d'anticipation. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça se marquait plus, ça marquait plus Ben Illy. Alors que bon, tu comprenais qu'il avait l'intérêt du jaune. Mais il y a des coureurs, tu vois, des gros rouleurs, par avant, tu vois, si t'as vraiment pas les moyens. Quinn Simon, ça a un peu essayé. J'étais un poil déçu des stratégies, en fait. Pareil, Lenny Martinez, alors il vise le maillot à pois, je l'entends bien. C'est dommage aussi parce que t'as l'impression que la dernière montée peut lui convenir. Qu'est-ce que tu préfères, maillot à pois ou une victoire d'étape? C'est toujours la question, même si moi je pense que tu pouvais allier les deux différemment. Je sais pas ce que t'en penses de cette échappée, en fait. C'est quand même compliqué parce que tu as déjà une échappée de 25, donc avec 25 coureurs, tu as des coureurs qui sont des équipes qui sont représentées avec plusieurs coureurs. Donc tout le monde ne va pas participer. Ensuite, quand ça relance, tu as plus de participation, tu as plus de relais dans l'échappée quand ils sont à peu près une quinzaine à la mi-étape. Mais tu as toujours les IF en fait, qui ont été en supériorité. Ils étaient 4 dans l'échappée quand même. Hein. Il y avait Paul S, il y avait Harry Sweeney, et il y avait Alex Baudin avec Ben Illy. Donc Ben Illy, finalement, lui, pendant les 2 tiers de l'étape, il n'a pas réellement participé au bon fonctionnement de l'échappée, dans le sens où lui aussi, je ne vais pas dire qu'il faisait de la patinette, mais il pouvait s'économiser. Et Alex Baudin avec Harry Sweeney, ils ont fait un énorme travail pour tracter cette échappée pendant de nombreux kilomètres. Ensuite, on a vu les relances d'O'Connor, de Quinn Simons, même de Ben Illy lui-même. Et c'est ensuite que Ben Illy il a pris le relais. Et du moment où il y avait l'objectif maillot jaune pour Ben Illy, il n'a rien demandé à personne, parce que c'est ce qui se demandait aussi sur Eurosport, c'est avec Steve Chanel et Jackie Durand, c'est pourquoi Ben Illy ne demande pas le relais aux autres. Et pourquoi? Parce que les autres aussi aurait pu le ralentir dans sa marche vers le maillot jaune. Les autres, eux, avaient tout intérêt à en faire le moins possible pour aller jouer la victoire d'étape. Donc il y a déjà le surnombre des IF et ensuite les objectifs qui étaient différents, parce que Ben Illy, il avait déjà son étape, mais il cherchait autre chose que l'étape aujourd'hui. Par rapport à cette étape, donc on a compris, on a fait l'échappée, on a fait le tour. Juste un petit point quand même français. On avait plusieurs chances françaises à l'intérieur. On l'a dit, Lenny Martinez qui s'est concentré sur la quête du maillot à pois. On avait également Aurélien Paré-Peintre, les frères Paré-Peintre, puisqu'il y avait également Valentin Paré-Peintre de la Quick Step. D'ailleurs, il faudra reparler de la stratégie Quick Step tout à l'heure, par rapport au général, parce que voilà, sa présence dans l'échappée, je vois pas trop l'intérêt vu le niveau de Valentin Paré-Peintre aujourd'hui. On avait également, alors Quentin Paché également qui a bien tenu, mais c'est pas une étape pour lui, c'est difficile, c'est pas l'homme de la FDJ qu'on attendait peut-être dans cette étape-là. Et j'en oublie un peut-être. Il y avait Julien Lafilippe qui était aussi. Et Julien Lafilippe, alors tout début, qui a aidé Michael Storer. Alors certes, on a un 14 juillet. Certes, on en demande trop. Est-ce que t'es pas un peu déçu aussi, parce que alors Kevin Vauquelin, je le mets un peu à part parce qu'il a essayé de jouer le général et bon, on a compris que c'était fini aujourd'hui. Il y avait Alex Baudin des IF aussi. Ouais, mais qui jouait pour Ben Illy, donc c'était différent. Ouais. Est-ce que t'es un peu déçu des Français, on va dire, dans le sens où en fait, j'ai l'impression franchement, enfin, je donne mon avis avant que tu donnes le tien, je suis désolé, mais je vais être un peu cash. Est-ce que on n'est pas retourné 15 ans, 10 ans en arrière dans les tactiques des Français, je trouve? En gros, on n'a plus de leader capable de jouer le général, on l'avait bien compris. Nos gros coureurs sont soit bloqués, je pense à Kevin Vauquelin. Et encore, est-ce que pour demander à Kevin Vauquelin d'être la chance française, je suis pas sûr. Moi, tu vois, un Romain Grégoire, même si oui, ça montait beaucoup aujourd'hui, j'aurais bien aimé le voir dans l'échappée. Guillaume Martin, sa place était dans l'échappée. Mais en fait, tu te rends compte que pour ce Tour de France, on risque quand même d'être sans victoire d'étape française. Peut-être un maillot à pois, mais moi j'y crois très moyennement vu Pogacar et on va dire l'allure qu'il veut donner à ce Tour de France, à son Tour de France. Moi, je suis assez inquiet pour les Français qu'on est sur un beau zéro pointé et qu'on retombe, tu sais, dans les années... alors, il faut pas le prendre mal, parce qu'en plus, on en a reçu dans Vélo Podcast, on les aime beaucoup, mais dans les années Goubert-Lemével, tu vois. Ouais, les années Sandy Cazard, Goubert-Lemével. Je vois ce que tu veux dire. Je serais pas aussi pessimiste que toi, parce qu'au final, tu t'en sors avec Lenny Martinez qui récupère le maillot à pois. On sait que c'est un chasseur d'étapes. Après, quand tu regardes les vainqueurs quand même, enfin, en tout cas ceux qui sont devant, Simon Yates, vainqueur du Giro il y a 1 mois et demi. Thymen Arensman qui fait régulièrement des top 10 sur les grands tours. Ben Illy qui est déjà allé chercher son étape, qui a fait 3e de Liège-Bastogne-Liège. Ben O'Connor qui a déjà fait 4e du Tour. Michael Storer qui a déjà fait top 10 de Grand Tour. Ensuite la pépite Joe Blackmore, 6e. Donc en fait, tu te rends compte quand même dans cette échappée, dans ceux qui sont devant, c'est quand même du très costaud. Donc les Français derrière, Romain Grégoire,
pour lui, peut-être qu'il est cramé tout simplement à la fin de cette première semaine parce que on en est là aujourd'hui à 10 jours de course consécutifs. Romain Grégoire, on n'oublie pas qu'il a fait un Tour de Suisse où il a poussé énormément dans ses retranchements. Il faut récupérer de ce Tour de Suisse pour ensuite être à l'aise sur ce Tour de France, qu'il a été à l'offensive dans les premières étapes et que là, pour lui, ça roulait peut-être trop vite, qu'il y avait trop de dénivelé, c'était trop compliqué pour lui. Il préfère peut-être se régénérer avec cette étape en tout cas cette journée de repos qui arrive à Toulouse ce mardi. Derrière, Guillaume Martin, un peu de reproche au général pour tenter de prendre l'échappée. Kevin Vauquelin, il avait les générales à jouer un petit peu. Voilà, après tu avais Owen Kostiou qui était avec Kevin Vauquelin, tu avais Valentin Madouas qui accompagnait Guillaume Martin. Je regarde un petit peu, je descends dans le classement des Français aujourd'hui. Après, voilà, ça se joue à la pédale quand tu as 25 gars qui partent et que t'as pas plus de Français, que en tout cas t'as pas plus de Français devant à l'arrivée, et que le premier Français c'est Lenny Martinez qui est 8e de l'étape, juste devant Pogačar, Vingegaard. Mais en fait, ils sont au taquet, ils sont à fond, ils sont à leur place. Ouais, on en parlera dans nos top et nos flops à la fin de cette première semaine, enfin ces 10 premiers jours de Tour de France tout à l'heure, mais ouais, on pourra en reparler, j'imagine, d'ici là. En tout cas, c'est vrai que ça c'est intéressant. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, vous, sur YouTube, on lit tout, vous inquiétez pas, Guillaume vous répond, évidemment. Donc Oui. sur YouTube, on est aussi présent sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like ou 5 étoiles si ça vous plaît, ça nous aide Et les réseaux beaucoup pour sociaux. référencement. On compte sur vous et sur X, évidemment. D'ailleurs, j'en profite, petite passe décisive de Guillaume, merci. On fait un énorme bisou. En tout cas, on salue chaleureusement Guillaume, une personne de Vélo Podcast. Alors, je sais pas si on peut nommer son prénom. On lui a pas demandé l'autorisation, donc on dira Voilà. une personne peut-être d'abord. David. On va au moins David, dire allez, que c'est allez. David avec la Voilà, pancarte, allez. la pancarte Vélo Podcast. Franchement, merci Vélo Podcast. Bon, c'est un régal. Franchement, il était dans la descente après le premier col de la journée. David, un grand merci parce que franchement, la première pancarte Vélo Podcast au bord des routes du Tour de France. Là, franchement, on peut mourir tranquille, mais le plus tard possible, comme disait un certain Thierry Roland. Merci beaucoup, vraiment. Effectivement, donc merci beaucoup David pour cette pancarte qui était écrite. Donc merci Vélo Podcast tout simplement. Mais les messages les plus simples vont toujours droit au cœur. Donc merci beaucoup David, ça nous a touché énormément. Donc voilà, c'était important pour nous d'en parler dans ce podcast. Transition sur le maillot jaune aussi, puisque il change de porteur, puisque maintenant c'est Ben Illy, la IF qui a roulé toute la journée. Baudin, tu disais Sweeney pour ce maillot jaune, ils l'ont obtenu, même si la Visma Lease a Bike, je pense, espérait jusqu'au bout que Pogačar le garde. On rappelle Joao Almeida, ils ont roulé, ils ont attaqué, ils ont tout fait pour. On rappelle Joao Almeida qui a abandonné. On rappelle que Pavel Sivakov a fait le groupe Eto aujourd'hui qui n'était pas bien. On l'a vu en début d'étape. Donc évidemment UAE est très très amoindri. Pogačar qui lâche le maillot, ça paraît logique, Guillaume. Juste un mot quand même que sur Ben Illy qui l'a, ça fait plaisir à voir quand même. Ouais, on en parlait après sa victoire à Vire. C'est un coureur romantique, c'est un authentique attaquant. C'est vraiment un gars qui pue le vélo, si tu peux me permettre cette expression. C'est un énorme moteur. Cette année, il fait quand même 3e de Liège-Bastogne-Liège, 5e de la Flèche Wallonne, 10e de l'Amstel Gold Race. Victoire d'étape auparavant sur le Tour du Pays Basque où il se montre 3 jours de suite en échappée. Tirreno Adriatico, il va chercher 24e place au général, mais il fait 8e d'une étape à Frontignano où ça arrivait un peu au sommet, 4e d'Estrade Bianche. Quand tu regardes franchement rien que ces résultats, tu vois en fait que le gars, il en a énormément dans le moteur et ça c'est un régal de le voir. Il a 24 ans, il aura 25 ans au mois de septembre. C'est un gars qui était Eurosport, je regardais le direct sur Eurosport forcément, et il disait en fait que la fédération anglaise, il est passé sous les radars de la fédération anglaise. C'est pour ça ensuite qu'il a opté pour la nationalité britannique en nationalité irlandaise en 2016, et que voilà, en fait il a été repéré ensuite par Tim Wiggins Le Col en 2019. Avant, il était dans un club qui s'appelle la Zappies Racing Team. Il est arrivé dans l'équipe Trinity en 2020-2021, une équipe Trinity continentale qui est formatrice de très très bons coureurs britanniques. Il est arrivé chez IF en 2022 et c'est un gars qui peut briller vraiment sur tous les terrains. C'est un gros moteur, un gros rouleur, un très bon grimpeur. Il avait été révélé sur le Giro en 2023 avec une victoire d'étape sur le Giro 2023. Il avait joué le classement de la montagne, on l'avait vu échapper sur les étapes de montagne et il régale vraiment. Et il avait fait encore un très bon printemps auparavant, une 4e place à Liège-Bastogne-Liège. Donc non, franchement,
Moi, le voir remporter sa victoire d'étape, ensuite prendre le maillot jaune, le combatif du jour, plus le maillot blanc, parce que il est au classement du maillot blanc, va falloir que certains s'en méfient, parce qu'au général, il va vraiment se placer. Oui, alors c'est vrai que voilà, un classement général qui a donc pas mal bougé, en tout cas au niveau de Ben Illy, mais il y a eu du mouvement également, donc Pogačar qui laisse son maillot jaune, on va y revenir, mais parlons rapidement quand même de Kevin Vauquelin qui aussi a décroché. Alors, je vais pas dire que je suis pas surpris parce que voilà, je le dis assez souvent dans Vélo Podcast pour celles et ceux qui nous suivent. Je trouve que c'est un coureur qui n'est pas encore prêt, en tout cas, pour jouer le top 10 sur les grands tours. Tu sais, le regret que j'ai aujourd'hui pour l'instant pour Kevin Vauquelin, donc il tombe à la 6e place du classement général, c'est que quand il voit que c'est compliqué, il aurait dû se laisser décrocher. Maintenant, je veux dire, on a compris que ça va être compliqué pour lui. Si dans cette étape-là, en Auvergne, enfin dans le Massif central, dans ces monts-là, t'es en souffrance, c'est compliqué. Alors tu peux avoir une mauvaise journée également. Dans les gros cols qui arrivent, ouais, et puis fin de première semaine, 10 jours de course aussi, je le dirais. Je disais, tu vois, faut aussi le gérer, ça. Ouais, tout à fait. Mais moi, c'est pour ça. Et le regret que j'ai, c'est que je te disais ça parce qu'en fait, moi, j'ai l'étape de Toulouse qui arrive là, mercredi. Je pense que tu pouvais la cocher. Et le problème, c'est que là, t'es encore un peu trop près au général pour pouvoir la cocher dans une échappée ou autre chose. Et tu seras encore un peu plus surveillé. Et c'est ça où j'ai un petit regret. Je sais pas ce que t'en penses. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est très brut. Mais en vrai, je pense que tu peux pas, tant que t'es pas lâché, tu peux pas dire. Enfin, tu vois, c'est du sport. Il faut aussi se battre à fond. Ouais, je comprends. Mais franchement, il perd pas. C'est très froid ce que je dis. Il perd pas tant de temps que ça aujourd'hui. Non, il perd 40 secondes sur Evenepoel seulement. Il est largué, enfin il est décroché en tout cas au sommet de l'avant-dernière bosse. Si tu comptes la montée finale comme la dernière bosse. Il est dans un deuxième groupe derrière, hein, donc non, il limite vraiment la casse au final. Il est 6e du général ce soir, donc 6e après la première semaine. Bah, franchement, c'est top. C'est super pour Kevin Vauquelin. Moi, tout à fait, c'est super. Oui. Faut qu'il joue le général tant qu'il peut. Ouais, mais tu joues quoi parce qu'en fait, le problème, c'est que en haute montagne, il y a quand même des coureurs derrière lui qui sont quand même bien plus forts. Il faut le reconnaître. Félix Gall, même s'il descend comme un pied et même s'il sait pas se placer, il grimpe bien. Donc le truc, c'est que non, mais tu vois, c'est quand même, c'est vrai. Tu rigoles, mais t'es pas d'accord. Oui. C'est Félix Gall, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Alors après, déjà, quand tu vois que Félix Gall il va faire top 4 au Mur de Bretagne, bon, moi, ça me fait rigoler. Quand tu vois que les Décathlon AG2R, ils prennent un moment le relais en tête de peloton aujourd'hui, ça me fait aussi rigoler. Mais non, mais Kevin Vauquelin, pour le coup. En plus, quand tu connais le contexte de l'équipe Arkea BNB Hotel, il peut pas se décrocher comme ça. Il peut pas. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est trop. Enfin voilà, je pense qu'il y a. Après, il y a le caractère aussi de Kevin Vauquelin, mais il y a quelque chose qui va au-delà du vélo. Ça tape dans la chair. Enfin, tu vois, c'est le cœur qui parle aussi. Quoi. Moi, je te parle de manière très froide, ce qui est assez horrible de dire ça, mais tu vois, depuis que tu as migré en Suisse, calculateur. C'est ça. Je suis très froid. Non, mais c'est très calculateur ce que je dis, mais c'est vrai que c'est dans le sens où quand tu vois des étapes qui sont pour lui, c'est frustrant. Tu dis purée, il peut pas partir et c'était pour lui. Tu vois, enfin, ou c'était pour lui. En tout cas, c'est son style. Et là, bon, mais effectivement, après, le truc, c'est que est-ce que si tu finis tu finis quoi, 15e du Tour de France, difficilement, et que t'as gagné aucune étape, t'es pas un peu frustré sur ce Tour de France-ci? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la première fois que Kevin Vauquelin joue le général. On va dire que ce serait Guillaume Martin à la place. Guillaume Martin, le nombre de fois qu'il nous a fait aller entre 8 et 15, ok. Kevin Vauquelin, c'est la première fois qu'il peut jouer le général. Je pense qu'il se régale. Il y a l'avenir de l'équipe Arkea BNB Hotel. Ça va être sa dernière année dans cette équipe-là parce qu'il va partir normalement chez Ineos sa saison prochaine. Et puis on en a parlé pendant cette première semaine. Jusqu'à quand Kevin Vauquelin va pouvoir jouer en fait le général? Des temps qu'il est placé. Et aujourd'hui, finalement, après la première semaine, il est 6e. 6e à 20 secondes du 5e, Matteo Jorgensen, à 40 secondes seulement de Jonas Vingegaard, 4e. Donc en fait, il est très bien placé au général pour l'instant. Oui, aujourd'hui, c'était un peu compliqué, mais il n'était pas largué, complètement décroché. Il était au sommet de l'avant-dernier col, c'est le col de la Croix-Robert, si je ne me trompe pas. Il était qu'à une vingtaine de secondes derrière. Donc oui, c'était un peu compliqué, mais en plus, tu vois son équipe à côté, avec notamment Ewan Kostju, ils ont été géniaux. Ils ont été géniaux à côté de lui. Ils ont été au top. Donc en fait, ils sont tous investis d'une mission actuellement, c'est d'amener Kevin Vauquelin le plus haut possible. Eh bien, tant que tu veux, vas-y, mon grand. Oui, non, mais t'as raison. Je suis d'accord. Tu vois, je me pose des questions dans le podcast. Parfois, tu me fais changer d'avis. C'est comme ça que ça arrive aussi. Mais tu te poses trop de questions, François-Pierre. Je te l'ai déjà dit. Bon, rapidement, parce que il y a des top et no flop, je le mettrai dedans, donc je sais pas trop si tu veux qu'on en parle brièvement, mais sur Pogačar Vingegaard, parce qu'on n'a pas appris grand chose au final, à part que les Visma, court de manière un peu étrange, mais parce que je sais que c'est un point que tu voulais aborder, je pense qu'on sera pas trop d'accord là-dessus, mais vas-y, je te laisse aller aborder ce point de Visma qui roule n'importe comment selon toi. Mais non, mais la tactique des Visma, t'as Joao Almeida qui abandonne la veille, Pavel Sivakov
qui est malade. Tu as 2 gars à l'avant et tu as Jonas Vingegaard qui ne fait que suivre les attaques de Jorgensen et de Pogačar. Il va falloir m'expliquer quand même. Parce que sincèrement, je sais pas s'ils veulent gagner le Tour de France en fait. Je sais pas. Si tu regardes l'écart au général entre Pogačar et Vingegaard, on se rappelle qu'il a quand même pris plus d'une minute sur le chrono, qu'il a pris les bonifications. Hein. Il y a 12 secondes d'écart de bonification entre Pogačar et Vingegaard depuis le départ du Tour de France. J'essaie de calculer l'écart. Il y a 1 minute 17 entre les deux au classement général. Il va les prendre où, Jonas Vingegaard? Je le dis depuis le début du Tour de France, je pense que Jonas Vingegaard est loin d'avoir perdu ce tour. Ça dure 3 semaines. La haute montagne, c'est plutôt en faveur de lui normalement. La gestion des 3 semaines aussi. Lui, il ne s'est pas cramé à faire le printemps des classiques du début à la fin. Voilà, il y a tout plein de choses qui me font dire que Jonas Vingegaard, en plus, sa capacité aujourd'hui à suivre les attaques de Pogačar, ce qui n'était pas le cas des précédentes années, voilà, il y a vraiment la possibilité mais Visma, mis à part mettre la pression, entre guillemets, c'est leur discours à Tadej Pogačar, ils font quoi d'autre? Matteo Jorgensen a attaqué, mais la tactique, elle est dégueulasse aujourd'hui. Bon, moi je suis pas d'accord. Après, oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens où tu veux dire yes, il devait pas gagner l'étape. Parce que moi je suis. Non, moi Yates, j'aime bien. vas-y, joue l'étape. Mais à la rigueur, il y a Victor Campenaerts qui est à l'avant. Ben, au moment où tu es un peu lâché, décroche un peu Victor Campenaerts. C'est quand il a 1 minute ou 2 minutes devant le peloton. Ben, je sais pas, tente un coup avec Jorgensen et Vingegaard, fait péter le peloton, comme ils ont pu se servir de Wout van Aert dans le passé, quand il était devant. Ben, franchement, c'est ce qu'il a tenté. Non, mais alors, moi, c'est ce qu'il a tenté, je suis d'accord, mais après, est-ce que tu penses pas qu'aussi Vingegaard, il a un complexe un peu d'infériorité qui s'est installé, parce que tu as l'impression, même là, quand il y a Pogačar qui attaque, il suit, mais c'est difficile, tu vois. Et il est déjà content de suivre, oui, peut-être. Ouais, tu vois, je me dis qu'aussi, il attend peut-être d'avoir toutes les armes en main à un moment donné, tu sais, en se disant, c'est là qu'il faut que j'attaque. Parce que c'est vrai que je pense que Pogačar, pour le coup, s'il veut le battre, pour l'instant, je vois pas trop quelle faiblesse il peut avoir Pogačar, même sans équipier, il va falloir trouver le bon moment. Parce que moi, je trouve qu'en fait, le risque aujourd'hui, c'était aussi de prendre le coup de bâton. Pogačar, c'est typiquement le genre de profil où il peut t'en mettre une. Oui. Et en fait, il peut tenir longtemps. Tu vois ce que je veux dire. Tu le vois dans la dernière bosse, d'ailleurs, ça attaque. À un moment donné, Jonas Vingegaard, il perd 1 ou 2 mètres. Et puis, comme à Rouen, il arrive à recoller dans la roue. Ouais. Et puis il regarde derrière aussi, il y a moyen, il regarde derrière, il dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que alors, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que je partage ton avis, mais en même temps, je me dis d'un côté, il faut qu'ils attendent le bon moment. Et est-ce que c'était aujourd'hui? Ça, par contre, je suis pas sûr. Alors, je redis, je vais partager un petit peu ton avis aussi sur les Visma, donc on va tomber à peu près d'accord. Mais si ça va comme ça jusqu'à la fin du tour, je vais pas être de ton avis. Parce que non, moi non plus. Moment, tu peux pas seulement mettre la pression et suivre les attaques. Il va quand même falloir tenter plus. Et les Visma, pour l'instant, ils sont très frileux. Et donc le classement général, je reviens brièvement, oui. Ben Illy donc qui est en tête de ce classement général avec 29 secondes d'avance sur Pogačar. Autant dire que Ben Illy joue le classement général du Tour de France. Non, je plaisante, c'est pas vrai, mais voilà. 10, et puis Remco Evenepoel donc 3e, 1,29 et de Ben Illy et Jonas Vingegaard à 1,46. Je refais derrière rapidement sans les temps, mais c'est Jorgensen, Vauquelin, Only, Lipovic, Roglic et Johannesen, Tobias cette fois-ci pour le top 10. Ça fait 10 jours de course au Tour de France, Guillaume. Je vais te couper. Je vais être obligé de souligner une performance aujourd'hui. Oui, mais il y a un top et no flop, Guillaume. Est-ce qu'elle serait pas dedans, justement? C'est pour ça que je l'ai pas faite. Tu vois? C'est pour ça que tu dis top, allez, je coupe, tu vois? Vas-y. Tu vois? Non. Alors attends. Est-ce que tu veux faire mon top d'abord? Non, vas-y, je te laisse. C'est toi qui drive. Parce que j'allais dire qu'on fait les tops et les flops. Et on s'en fait, voilà, tu voulais 3 chacun? 3 tops, 3 flops, c'est ça? Ouais, allez, en gros. On fait comme ça. Bon, en tout cas, nos tops et nos flops pour ces 10 jours. On s'en fait un chacun. On commence par les tops, allez. Il y en a un qu'on a en commun, donc je vais lancer, comme ça, vu que tu voulais le lancer, je pensais celui-là. C'est la performance aujourd'hui et aussi le classement général de Jordan Gega, qu'on a reçu. Donc, vous avez le podcast. On rappelle que le podcast est disponible toujours sur les plateformes. Jordan Gega qui nous a bluffé quand même aujourd'hui parce qu'il était avec les meilleurs tout simplement très longtemps jusque la montée du Mont d'Or. Il termine, je compte en même temps, il termine à 18 secondes de Remco Evenepoel. 14e du général, toujours bien placé. Il fait aux portes du top 10 si je me trompe pas à Mur de Bretagne, donc dans le groupe juste derrière. Et sincèrement, il me bluffe.
Alors tu vois, quand je te parlais d'un top 20 Tour de France de Jordan Jegat, tu me riais au nez, toi, François-Pierre Noël, il y a quelques semaines. Tu me riais au nez, tu te foutais de ma tête. Tu me disais, mais non, quand même pas tout de suite. Je te disais, si, tu vas voir, la progression de ce gamin, elle est vraiment au top. Et c'est un bon gamin, il a la tête sur les épaules. Désolé, je répète pas mal de fois cette expression. C'est le deuxième Français du jour, puisqu'Eleni Martinez est huitième. Lui, il termine 19e de l'étape dans le même temps que Carlos Rodriguez. Il termine une vingtaine de secondes devant Kevin Vauquelin. Au classement général, tu l'as dit, c'est le deuxième Français. Il est 14e du général. Guillaume Martin est même derrière lui. Romain Grégoire est derrière lui dans le top 20. Il est là, il est 14e, il est à 6,32 seulement, il y a 1 minute 30 du top 10, occupé aujourd'hui par Tobias Haaland Johannessen. Il a 1 minute à peine derrière Félix Gall, qui est pourtant réputé comme un bien meilleur grimpeur que lui. Moi, il me régale. Il est devant Skelmose au général, Skelmose qui a fait 5e de la Vuelta l'année dernière. Et Jordan Jegat, il régale. Et aujourd'hui, son placement tout au long de l'étape, ça a été super. Ça a été super. Franchement, il n'y avait rien à dire. Il a eu les bonnes jambes pour suivre les roues. À un moment donné, on l'a même vu prendre les devants dans une montée, j'ai plus laquelle, dans le dernier tiers de course, prendre les devants, et puis derrière, on l'a marqué avec notamment Pogacar qui a pris sa roue. Et voilà, vraiment, il a couru à la perfection. Et voilà, c'était les deux gars à suivre avec Steph Kras pour le général. Steph Kras était plutôt à l'avant, et c'est vraiment Jordan Jegat qui a plutôt la carte générale aujourd'hui. Et dans les déclats un peu qui sont ressortis de l'équipe Total Énergie, il veut tenter de s'accrocher pour le général. Ça devient un peu un objectif. Et sincèrement, si un gars comme lui arrive à accrocher, allez, même top 15, on va dire, top 15, il y est aujourd'hui. S'il termine dans ce top 15 à l'arrivée, sincèrement, un grand bravo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je regarde l'écart en général, 14e Jegat, allez, on va dire Romain Grégoire 19e. Entre les deux, il y a 9 minutes d'écart. Donc tu vois, il y a déjà un petit écart. Lui, il s'accroche, il a la jambe. Et pour l'instant, il est très très bien placé pendant cette première semaine. Donc un grand bravo à Jordan Jegat. Et désolé, j'ai fait un tunnel, un monologue. Mais c'était vraiment mon gros coup de cœur de la journée et de cette première semaine. Ouais, pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit. Tu as tout dit, je trouve, sur Jordan Jegat. Mais top 20, moi je pense aussi comme toi, top 20 en tout cas, ce serait un immense exploit, inattendu. Mais malheureusement pour lui, je pense quand même. Alors pour revenir un peu plus froid, j'ai l'impression aujourd'hui, mais c'est que il va. Non, mais c'est que le plus dur est à venir pour lui. Il faut avouer que sur ce début de Tour de France, les profils correspondaient idéalement à son style, et il faut le reconnaître qu'il progresse énormément. J'attends de le voir maintenant en haute montagne. On sait que c'est un peu dans le style Vauquelin. Va falloir voir un peu ce qu'il donne. Je suis impatient de voir ça. Peut-être que je vais être très surpris. Je crains que quand je vois derrière aussi d'autres coureurs, ils ont aussi de plus grandes capacités en haute montagne. Mais on va voir. C'est pas un Tour de France hyper pour grimpeurs, on va dire. C'est pas un Giro, c'est pas une Vuelta qu'on a pu connaître avant. Donc curieux de voir ce que ça va donner. Pour les flops, alors je vais faire un flop, tu me diras ce que t'en penses. C'est un demi-flop parce que c'est pas un flop énorme. C'est sur la France à sa place. C'est-à-dire que les coureurs français, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais je trouve que dans ce début de Tour de France, j'ai pris un peu en pleine face le niveau des coureurs français dans le sens où je savais, je suis la saison de cyclisme évidemment, mais j'avais espoir, peut-être trop d'espoir, j'ai l'impression sur certains coureurs, et je dis pas que je suis déçu parce qu'il y a eu des places etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu l'exploit. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'aura pas l'exploit, et je sais pas, j'ai un mauvais sentiment. Alors un mauvais mood, peut-être que c'est moi, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que nos Français, c'est compliqué, mais ils sont à leur place et je peux pas leur reprocher grand chose. Tu vois, c'est même pas pour dire ils ont raté quelque chose, c'est pas vrai. Et c'est ça qui est plus dur. Donc c'est pour ça que je mets un demi-flop dans le sens la France à sa place. Voilà, c'est plutôt pour un constat. Je sais pas ce que t'en penses. Demi-flop parce que t'as quand même Vauquelin qui nous a régalé sur cette première semaine. Qu'on termine la première semaine avec un maillot à pois français qui est Eleni Martinez. Qu'on a vu les Français, on en a parlé pas mal dans les débriefs d'étapes, notamment les étapes punchy. Les Français, ils étaient juste là derrière les ogres. Je pense notamment à Romain Grégoire ou à Kevin Vauquelin. Ah oui, mais donc ils ont rien à se reprocher, mais ils sont juste à leur place en fait. Mais je dis ça parce que j'ai l'impression qu'on avait quand même beaucoup d'espoir, même tu vois dans la presse qu'on pouvait lire nous-mêmes quand on parlait. Parce qu'on a beaucoup d'espoir dans la nouvelle génération qui arrive. On est dans une transition. Et j'ai envie de te dire, en fait, c'est malheureux pour eux, ils vont peut-être m'excuser, mais c'est la génération Gaudu-Madouas qui est un peu intermédiaire entre la génération Pinot, Alaphilippe, Bardet et les Romain Grégoire, Eleni Martinez et même derrière Paul Sexas qui arrive. Cette génération intermédiaire, elle prend pas le relais, elle a pas pris le relais.
Et ben, on voit qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui est Yves Vauclin qui est 6e du général, c'est un jeune avec Jordan Jegat qui est 14e, Guillaume Martin qui est l'éternel coureur qui va s'accrocher. Peut-être que là, avec l'écart, il a 10 minutes au général, il va peut-être prendre les devants. Romain Grégoire qui s'accroche un petit peu, mais qui nous a aussi pas mal plu sur les étapes punchy. Ils sont juste derrière, ils sont à leur place. Oui, bon, ok, d'accord, je te l'accorde. Et pour toi, est-ce que tu as un flop pour ces 10 premiers jours de course sur le Tour de France? Est-ce que j'ai un flop? C'était un flop un peu sur cette journée-là. C'est l'équipe Soudal Quick-Step. Je comprends pas. T'as Remco Evenepoel qui joue un podium. Tu as une partie de l'équipe qui est autour de Tim Merlier. Oui, t'as une autre partie de l'équipe qui est avec Remco Evenepoel. Mais tu envoies Valentin Paré-Peintre à l'avant. Voilà, Remco Evenepoel était tout seul quand il y avait encore une trentaine de gars dans le peloton. Et ouais, je sais pas. Je sais pas. Sharman, Van Wilder, je sais pas où ils étaient. Ouais, j'ai une grosse hésitation parce que Evenepoel, il est bien, il est 3e, tu vois, il est quand même placé grâce à son contre-la-montre. Alors, il n'a pas des jambes, il n'est pas aérien, il a tenté à un moment donné dans l'échappée aujourd'hui, dans le peloton aujourd'hui, mais bon, voilà, l'équipe Soudal Quick-Step autour de Remco Evenepoel, ça va s'additionner un peu à l'équipe Visma Leaseback autour de Jonas Vingegaard, j'en ai parlé. Donc, bon, voilà, je comprends pas, je comprends pas trop. Pas Je sais grand pas ce monde que le t'en comprend, penses, je toi. pense. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est assez incompréhensible la tactique, mais malheureusement, c'est là où tu vois les limites de l'équipe Soudal Quick-Step. D'ailleurs, c'est vrai que on peut en parler brièvement, mais vraiment très rapidement. Mais c'est vrai que là, il y a des grosses rumeurs sur le départ de Remco Evenepoel à 1 an de la fin de son contrat en fin de saison, parce qu'il estime que l'équipe qu'on lui propose autour de lui n'est pas Bien sûr. satisfaisante. Comment lui donner tort quand on voit ce qui se passe sur le Tour de France Ouais. Et aujourd'hui? il est annoncé chez Red Bull Boransgro qui, eux, après une première semaine totalement transparente avec un Jordi Meus qui a été pas mal handicapé, qui n'a pas pu trop jouer sa carte dans les sprints, Lipovic et Roglic qui ont été relégués dans le Ils deuxième sont à leur place, rideau, hein. eh ben, Ouais, ils ont mais fait ils sont à leur leur place place. aujourd'hui. Ils ont été quand même Voilà, assez, ouais, assez c'est en vrai. jambes et ils sont 8e et 9e du général et tu as l'impression que eux, ils font pas de bruit, ils sont là et petit à petit ils vont monter en puissance. Et Lipovic finalement, c'est le 3e des favoris aujourd'hui parce qu'il termine dans le groupe avec Jorgensen à 3 secondes derrière Martinez, Pogacar et Vingegaard, et Roglic était dans le groupe à 3 secondes derrière Lipovic avec Evenepoel, Oscar Handley qui est une des révélations de ce début de Tour de France avec Tobias Enfin. Van Duhanussen aussi. Oui. Effectivement, ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord avec les deux. En fait, c'est le même style. On en a beaucoup parlé avant. On a longtemps attendu, et c'est vrai que là, enfin, ils sont à leur place. Maintenant, il faut conclure. C'est ça aussi le plus dur parce qu'ils ont beau être placés aujourd'hui. Moi, je pense à des coureurs comme Bauke Mollema qui étaient toujours top 10 ou top 5, tu sais, première semaine, deuxième semaine, puis qu'après ils s'effondraient. Je dis un exemple, hein, mais voilà. Donc ça, j'attends de voir de leur part aussi une consistance, mais c'est vrai que c'est très positif et enfin, ils se révèlent au grand jour. Moi, j'ai plus beaucoup de top, à part un flop que je voulais prolonger avec toi rapidement. C'est Cofidis, où es-tu? C'est pas Louis, Ouais, es-tu? compliqué. C'est Cofidis, où es-tu? Moi, j'ai toujours loué aussi la stratégie Vasseur dans le sens des recrutements. C'était assez logique sur certains points, évidemment. Moi, je trouve qu'ils ont fait avec leurs armes aussi. Sur la composition, je suis voilà assez satisfait dans le sens où ils peuvent pas faire mieux avec ce qu'ils ont. Par contre, moi, c'est sur la stratégie d'équipe. Il y a des moments. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, des moments, là, c'était le dernier sprint avec Renard qui est devant Brian Coquard. Est-ce que tu roules pour Renard? Renard qui a fait un très bon Copenhague sprint avant le Tour de France, qui m'a l'air bien en jambes. Bon, malheureusement, c'est ça qui est tombé sur ce Tour de France. Coquard qui a son carton jaune et depuis, c'est plus trop le même au sprint, évidemment. On a des coureurs qui peuvent faire quelque chose, à l'impression des Aramburu, mais qui sont pas à leur niveau. C'est hyper frustrant. On sait qu'ils ont des points à aller chercher. On a un Bourman qui fait un Tour de France correct au début, qui là s'est un peu effondré. Il est 20e derrière Romain Grégoire. Très très loin en général. Ouais, franchement, je suis déçu, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, déçu de Cofidis, parce que je trouve qu'ils ont mieux à faire avec leur budget. Quand tu vois une équipe Total Energy ce qu'elle fait, quand tu vois Arkea ce qu'ils font. Et puis ils sont quand même à la lutte Cofidis, pour le maintien au ouais. grand tour. Putain, franchement, ils sont En plus, et puis moi je maintiens, alors voilà, je sais que certains avec qui je parle, enfin des copains, des amis avec qui je discute me disent toujours ils vont descendre. Moi je dis non, je pense que ils ont quand même des sprinteurs importants et qui peuvent leur faire gagner des points faciles, mais c'est vrai que s'ils font un Tour de France aussi raté que pour l'instant les 10 premiers jours, ça va être difficile quoi, mais ouais, ça va être très compliqué de la part de Cofidis. Ouais, c'est vraiment c'est un des gros flops. Quand tu vois dans l'étape, c'est l'étape de Châteauroux où tu as Mathieu Van Der Poel qui est échappé.
ils sont là pour faire quoi finalement dans le sprint final vers Châteauroux? Je regarde un peu la place. Ouais, Tu regardes la place, bon. Cofidis, Alexis Renard 11e, et Alors ensuite ça, Brian oui, mais Cocard 21e. Alors après, quand tu as deux d'accord, mais sprinters dans une obligation de prendre des points pour aller te maintenir en World Tour, 11e Alexis Renard à Châteauroux, il prend 25 points UCI. Bon, ok, d'accord. Mais rien ne t'empêche d'aller quand même mettre un gars à l'avant, parce que t'as pas besoin de 36 gars pour emmener et Alexis Renard et Brian Cocard dans le final, sachant que tu as les grosses équipes qui prennent le lead, que tu as les Lidl Trek, que tu as les Soudal Quick-Step de Tim Merlier, que tu as quand même la Groupama FDJ qui a tenté à un moment donné avec les Wissaski de prendre le relais. Donc Cofidis, ils peuvent tenter, ils peuvent être plus offensifs. Et moi j'attends que Cédric Vasseur, il remonte un peu les bretelles de ses coureurs, mais parce qu'il va quand même falloir s'y filer. Ils ont un maintien à aller chercher, et ils ont une place à aller chercher, ils ont une place, ils ont quelque chose, un résultat à aller chercher sur ce Tour de France qui pour l'instant n'est pas là, clairement. ouais, je pense que Cédric Vasseur, il faut pas lui dire deux fois ça. Je pense qu'il le fait déjà suffisamment auprès Ouais. de ses coureurs Mais tu vois, de regarde, les je motiver. regarde, Mais par contre, juste sur X, je regarde James Odvart, qui bosse notamment pour des médias belges et français, voilà, qui est journaliste notamment à Direct Vélo. Il fait le point sur les points UCI pris par les équipes pendant ce Tour de France. Cofidis, c'est l'équipe qui a pris le moins de points UCI pendant ce Tour de France, tout simplement. Derrière Astana, derrière Total Energy. Ils ont pris à peine 75 points UCI dans ce tour. Quand tu regardes Picnic Postenel qui est à la lutte pour le maintien, ils sont 6e équipe. C'est la 6e équipe à avoir pris le plus de points, 535 points pris depuis le départ du tour. Et ils n'ont pas de gros noms. Il y a Oscar Hanley qui allait chercher quand même. un ou deux résultats. Oui, mais regarde, c'est Pavel Bittner qui a pris des points au sprint. Tu vas me dire que Pavel Bittner par rapport à Brian Cocard, ou non, ça c'est vrai. Voilà. Mais pour revenir, enfin rapidement, c'est vrai qu'après on va pas s'étendre sur Cofidis vu le niveau qu'ils ont affiché. Ouais. Mais sur l'argument, j'ai vu beaucoup passer ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui se sont plaints sur l'étape de Châteauroux, je crois, là où Van Der Poel se fait reprendre au kilomètre, en disant qu'est-ce que fout Arkea ou Cofidis, je sais plus qui, ou Groupama FDJ aussi, je pardon pas Arkea, Groupama FDJ et Cofidis a roulé pour ça. C'est le même argumentaire que Ricard. Moi, je comprends pas que les gens s'offusquent de ça. T'as un sprinter, ok, il fait 11e, c'est son problème, mais au moins t'as roulé pour qu'il sprinte. Je veux dire, moi, que de dire, pourquoi ils ont été reprendre Van Der Poel, parce que ils ont rien à gagner. C'est le même argument que Ricard avec Cocard, qu'est-ce que tu fous avec ton sprint intermédiaire pour prendre 10 points. Moi, je trouve que c'est normal. Ils ont Penouet pour la FDJ, ils ont Cocard ou Renard pour la Cofidis. C'est Van Der Poel ou pas, on s'en fout. Tu roules et tu fais le sprint. Après que tu fais 11e, tu fais 23e, ça, c'est autre chose. Mais moi, l'argument de dire, qu'est-ce qu'il faut pour faire une 11e place, moi, je trouve ça aberrant. Et ça me fait rire parce que tout le monde tombait sur Ricard il y a 10 jours, il y a une semaine, les mêmes, et qui après, sur les réseaux sociaux, alors, faut pas toujours regarder ce qui se dit, mais je trouvais ce côté-là très hallucinant, en fait. C'est, en 7 jours, t'as oublié tout ce qui s'est passé. Alors, c'est le même argument, c'est-à-dire que les petites équipes ont plus le droit de rouler, parce que c'est Van Der Poel et qui fait un exploit. Ok, c'est cool, moi, j'aurais été content aussi, mais c'est pas parce qu'il fait un exploit que t'es pas obligé de rouler. Le problème n'est pas, c'est parce que c'est Van Der Poel. Le problème, c'est pourquoi ces gars-là, ces équipes-là, qui sont assez transparentes et qui n'ont pas, franchement, quand t'as Tim Merlier, Jonathan Milan, je suis désolé, t'as beau avoir Penouet et compagnie dans ton équipe, t'as aucune chance de gagner, faut être clair et net. Et mais pourquoi tu mets pas un gars c'est ce qui a été fait devant en coup d'anticipation? Pourquoi les Alpecin de Canet ne sont que deux à l'avant? Pourquoi tu mets pas un Cofidis? Pourquoi tu mets pas un Groupama FDJ? Pourquoi tu mets pas, je sais pas, d'autres équipes là? Moi, des équipes random là, voilà. Pourquoi? Non, mais je suis désolé. Mais équipe random, alors désolé, mais par rapport au Soudal Quick-Step, au Lidl Trek de Tim Merlier, Jonathan Milan, ils ont zéro chance. Paul Penouet a pris une magnifique 5e place. Je suis pas d'accord avec ça. Oui, bon, ok, s'ils se cassent tous la gueule et que derrière, tu peux. Mais même, t'as jamais zéro chance. Mais Paul Penouet 5e à Châteauroux, c'est génial. Franchement, c'est top, on en a parlé. Mais mettez au moins un gars, s'il vous plaît, dans cette échappée. Et Cofidis encore plus quand tu fais 11e et 21e. Oui, tout à fait. Pourquoi tu mets pas un gars en anticipation sur une étape où en plus tu peux avoir des bordures, où ça peut casser, où tu peux te retrouver dans le premier peloton si tu te fais rattraper un peu plus loin dans l'étape? Non, franchement, il y a au moins des coups à tenter. Si tu n'as pas de grandes chances, tu n'as pas les meilleurs coureurs du peloton, essaye au moins d'être offensif et d'anticiper des coups et d'avoir un sens tactique. Ça, c'est vrai. Bon, Guillaume, je pense qu'on a fait le tour sur ce dur Tour de France. En tout cas, même, après, et sur on a l'étape, fait pas mal le point sur les classements. Oui, puis... On a les classements annexes parce qu'on a Jonathan Milan qui est maillot vert. Et finalement, aujourd'hui, il n'a pas perdu tant de points par rapport à Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, si je ne me trompe pas, n'en a pris que 7
avec sa 9e place du jour. Tadej Pogačar, 7 points pris, exactement, voilà. Jonathan Milan qui n'en a pas pris, il y a 227 points pour Milan, 163 pour Tadej Pogačar. Donc, Jonathan Milan, maillot vert à Paris. Si les échappés vont au bout, c'était encore le débat qu'on avait pendant cette première semaine, c'est possible. Si Tadej Pogačar veut tout manger pour l'instant, c'est pas réellement le cas, il est plus dans la gestion, d'autant plus avec son équipe qui est amoindrie. Eh bien, il y a une possibilité, une fenêtre de tir pour Jonathan Milan. Classement annexe avec Lenny Martinez, maillot à pois, c'est top. Franchement, Lenny Martinez, le projet est en route. Et classement du maillot blanc, Beta Evenepoel qui est deuxième derrière Illy. Vauquelin et Onley Lipovitz sont derrière. Ça va être une belle bagarre, je pense, pour le maillot blanc. Et la meilleure équipe, Visma devant UAE, Decathlon, Groupama et Arkea, 3, 4, 5. Voilà, je fais le tour rapidement, mais voilà, la bataille des sprinters m'a plu, moi, pendant cette première semaine. Ce sera un peu mon 3e top de cette semaine-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Vélo Podcast. Vous nous retrouvez donc dans 2 jours pour parler du Tour de France homme, évidemment, puisque ce sera l'étape de Toulouse mercredi. Mais demain, on vous laisse pas tomber puisque on vous a préparé un débrief du Giro féminin, Guillaume. Ouais, exactement. On a pu débriefer cette première semaine avec cette semaine de course pendant cette première semaine du Tour Homme avec la victoire finale d'Elisa Longo Borghini. Une magnifique semaine de vélo à maintenant une dizaine de jours à peine du départ du Tour Femmes en Bretagne. On va débriefer cela tous les deux. On a débriefé cela au moment où on parle. FP déjà tous les deux et ça sort donc ce mardi le débrief du Giro féminin. Merci en tout cas de nous suivre toujours aussi nombreux dans Vélo Podcast. Vous n'oubliez pas de liker ou bien de mettre 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict et sur YouTube. Merci Guillaume et puis ciao à tous, à mercredi. Merci à toi, ciao ciao.